Bienvenue à nouveau, les accros de Shadow. Dans le dernier épisode, notre menace invisible préférée a cessé de jouer selon les règles et a commencé à les réécrire. Félix? Mort. Lia? Effacé. Et maintenant, prenez quelque chose à grignoter et accrochez-vous. Parce que l'épisode 5, c'est le moment où Shadow cesse de réagir et commence à contrôler l'avenir. Continuons. Il est temps de faire des affaires. Tout le monde se retrouve en ville. Eva, Darius et Grande Prune attendaient Shadow dans l'une des boutiques. Grande Prune lève la main pour signaler leur présence à Shadow. Puis la capitaine Eva, toujours aussi directe, lâche tranquillement la question que tout le monde se posait. Alors, expert, tu as admis sans détour avoir éliminé Félix? Et notre cher Shadow répond avec le même détachement, comme s'il disait, oui, je l'ai tué, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Ces mots exacts? Un simple, correct. Eva affiche alors un large sourire et explique qu'ils ont mené l'enquête à fond et qu'il était de toute façon leur suspect numéro 1. Cependant, ils savent aussi que Félix et Lia complotaient quelque chose contre lui. Et cette histoire d'Ajan Industries, ils sont au courant des enlèvements et des menaces sur des joueurs pour leur faire produire des points de vie. Mais elle ajoute ensuite quelque chose qui fait tiquer Shadow. Elle précise que, techniquement parlant, cela entre dans le cadre de la légitime défense. Kai comprend immédiatement. Ils le couvrent. Ils ne savent pas qui il est réellement, mais ils savent une chose, il est puissant. Et quelqu'un d'aussi fort peut être utile. Dans sa vie précédente, il aidait déjà les autorités, son dossier était propre. Mais cette fois-ci, assassiner Félix et Lia pourrait tout changer. Comme nous tous, il est curieux de voir comment sa réincarnation va modifier le jeu et les événements à venir. Puis Kai ouvre son inventaire, et la pièce devient silencieuse. Équipement platine. Livre de compétences platine. Des dizaines. Tout le monde le regarde avec la même pensée, attends, ce type aurait solo un boss platine pendant qu'on pleurait encore sur des slims. Ils écartent vite cette hypothèse, aucun message mondial n'est apparu. Alors Kai minimise la chose et parle simplement de « chance ». Il a trouvé quelques coffres au trésor, et puis... Gabriella l'a vu ouvrir un coffre émeraude de ses propres yeux. La mage à la classe cachée confirme aussitôt, elle l'a bien vu ouvrir ce coffre émeraude, et même elle en a obtenu un livre de compétences de rang émeraude. Pendant ce temps, Grande Prune devient jaloux quand Kai appelle Gabriella, Petite Neige, et lui demande s'il préfère l'appeler, Petite Noire, à la place. Elle proteste immédiatement, Petite Noire, ça sonne mieux. La fille timide frappe encore. Darius soupire, comme un oncle épuisé. Les gens ne devraient vraiment pas se comparer à des monstres comme Kai, c'est mauvais pour la santé mentale. Même Eva ressent une pointe d'envie, leur escouade a failli mourir face à un simple boss argent, alors que Shadow ouvre tranquillement des coffres platine et émeraude comme si c'était des récompenses de connexion quotidienne. Puis Kai sort la liste de prix, tel un comptable de l'apocalypse, livre de compétences archer platine 2500 jours. Arme de berserker platine 1500 jours. Livre de compétences mage platine 3000 jours. Un énorme lot mixte d'équipements et de compétences or 8000 jours. Plus le reste des objets platine, pour un total de 25 pièces. Le prix normal dépasserait largement les 20 000 jours de durée de vie. Il leur accorde une remise amicale, 16 000 jours pour l'ensemble. Eva accepte immédiatement, laissant Darius complètement abasourdi. Il lui demande même si elle ne compte pas négocier. Eva se contente de sourire, le prix est juste, et elle effacera aussi toutes les dettes que ses coéquipiers avaient accumulées auparavant. Une méga transaction plus tard, l'échange est conclu. Kai la félicite intérieurement, une héroïne franche, décisive, sans détour. Mais dans sa tête, il fait aussi des calculs. Une fois que la durée de vie échangeable dépasse 10 000 jours, l'unité bascule en années. Environ 60 ans représentent un peu plus de 22 000 jours, ce qui, au taux actuel, équivaut à quelque chose comme 400 millions en liquide. Même pour un gouvernement de niveau urbain, c'est un coup brutal. Mais pour eux, le retour sur investissement est colossal. Avec ce lot d'équipements et de compétences, toutes leurs unités d'élite vont prendre une avance énorme sur le calendrier prévu. Plus le camp officiel devient fort,
moins Kai aura à gérer de catastrophes stupides plus tard, et plus ils auront de poids dans les futurs conflits internationaux. Oui, notre garçon leur vend de la puissance. Mais en même temps, il est en train de rééquilibrer discrètement le monde entier en sa faveur. Comme toujours, il joue aux échecs en 4 dimensions. Après ça, Eva lui parle de la véritable prison ferme de Dajan Industries dans le monde réel. Plusieurs joueurs y sont encore enfermés, et une opération de sauvetage est en préparation. Elle invite Kai à participer. Il sent le piège immédiatement. Mission sincère, ou coup de communication pour faire oublier qu'il vient d'assassiner Félix? Kai refuse poliment. Mais il leur laisse une information de niveau nucléaire. Une fois le niveau 10 atteint, il est possible de brûler sa durée de vie, pour transférer des compétences du jeu dans le monde réel. La pièce entière se fige. Eva relie enfin les points, voilà pourquoi Dajan achetait de la durée de vie comme des fous. Leurs gens sont sur le point d'atteindre le niveau 10, d'arracher leurs compétences hors du jeu, et de transformer toute future descente ou arrestation en véritable massacre. Si Kai ne leur avait rien dit, ils seraient entrés dans un bâtiment rempli de gens capables de lancer des sorts hors écran. Il lui en dit juste assez, puis s'en va et peu après, disparaît à nouveau en tant que Shadow. Le verdict d'Eva est immédiat, à partir de maintenant, ils se séparent. Leur escouade de 6 est trop puissante, quand ils farment ensemble, tout meurt en un coup et l'efficacité d'XP s'effondre. Si chacun dirige un groupe différent, ils feront monter toute la ville en niveau bien plus vite. Le nouvel ordre est clair, tout le monde fonce vers le niveau 10. Puis elle se déconnecte pour rapporter cette bombe à ses supérieurs. De retour en ville, Shadow rouvre un stand. Cette fois, il ne vend pas, il achète. Une annonce du système apparaît, Shadow achète des coordonnées de boss argent pour 30 jours et des coordonnées de boss or pour 100 jours. La foule s'agite instantanément. Si Shadow achète des emplacements de boss, ça veut dire qu'il prévoit de nettoyer toute la carte. Un type s'approche, avec un sourire beaucoup trop sûr de lui. Il dit que sa jeune maîtresse lui a demandé de transmettre un message, si tu l'aides à monter de niveau, elle te paiera 300 millions, plus des parts dans Dajan Industries. Oh tiens. Un recruteur de Dajan. Les autres joueurs le regardent comme s'il était déjà mort et qu'il ne le savait pas encore. Il n'a visiblement pas entendu la nouvelle, Shadow a tué Félix, Elia, la riche héritière de Dajan, dans la vraie vie. Quand quelqu'un lui dit qu'elle est morte, il explose de rage. Et ensuite, il parle. Il s'avère que Zhang Lia, la blonde pay to win des débuts, avait autrefois proposé 10 millions à Shadow pour la power level. Kai a refusé. Alors ce génie, lui, a vu l'argent et s'est précipité pour aider à sa place. Au lieu d'un paiement de 5 millions, il s'est réveillé battu, enchaîné dans un sous-sol, fouetté tous les jours, forcé de farmer de la durée de vie. Et d'attirer d'autres victimes dans le piège. Donc oui, maintenant qu'il sait que Zhang Lia est morte, il rit amèrement et dit qu'elle a eu la fin qu'elle méritait. Avant, il traitait Shadow d'idiot. Maintenant, il réalise que le vrai clown de l'histoire, c'était lui. Kai lit son expression et comprend immédiatement, ce type a entraîné beaucoup d'innocents dans cette affaire. Même si une partie était sous la contrainte, il n'est pas vraiment irréprochable. Kai le laisse partir, mais uniquement parce que la police aura avec lui une discussion bien plus approfondie plus tard. Pendant ce temps, quelques joueurs s'avancent et vendent à Shadow des coordonnées de boss argent pour 30 jours. Un petit deal pour eux, et une énorme chaîne de victimes sauvées indirectement. Très loin de là, la caméra coupe vers un tout autre genre de monstre. Une femme arrive en ville avec une entrée théâtrale. Son pseudo en jeu est à 2 piques, mais dans la vraie vie, c'est Chichi, héritière du groupe Kaiyan. Elle avance entourée d'étrangers et de gardes du corps, et la machine à rumeurs s'emballe, ne t'approche pas d'elle. Elle a tué plein de joueurs. Elle te videra ta durée de vie, et ton compte en banque. Chichi se connecte au jeu avec sa suite et le méprise aussitôt. Dans son esprit, ce jeu maudit par les dieux n'est qu'un parc d'attractions pay to win, tu dépenses de l'argent, tu achètes tout l'équipement, et tu massacres quiconque a une barre de PV un peu trop appétissante. Son vrai problème aujourd'hui? Le jeu a retardé son vol international, et gâché son voyage à l'étranger pour aller s'amuser. Les priorités. Elle regarde les hommes locaux et les traite d'insectes faibles. Ses amis étrangers affichent ce sourire arrogant du « on vaut mieux que tout le monde », et bien sûr, elle rougit comme une tomate. Oui. On a compris. Tu es riche, tu t'ennuies, et ta personnalité est un crime de guerre. Elle a appris que cet inutile de Félix est mort, ce qu'elle trouve hilarant,
puisqu'elle l'avait écrasé en moins d'une minute. Mais l'homme qui a tué Félix? Shadow. Numéro 1 mondial. Du même pays qu'elle méprise. D'un coup, elle devient très intéressée. Son plan est simple et complètement dérangé, trouver Shadow dans la vraie vie, lui offrir 3000 jours de durée de vie. En échange du meurtre d'une personne ordinaire, d'un simple geste. Cette personne ordinaire, bien sûr, c'est Kai. Pas de chance, chichi. Dans sa tête, c'est gagnant-gagnant. Elle se débarrasse du type qui a osé la rejeter autrefois, et s'assure un assassin surpuissant comme tueur privé personnel. Romantique, non? Pendant ce temps, au fond de la forêt, un autre clown est en représentation. Un joueur combat des monstres pendant qu'une soigneuse Yuna l'arrose de soins comme une lance à incendie cassée. Espérons que cette fois, elle ne soigne pas les arbres, il la supplie de ne pas le soigner littéralement à la seconde où il est sur le point de mourir. Il a besoin de soins avant d'être terrifié pour sa vie. Elle se détourne de façon dramatique et l'accuse d'être dur avec elle. Évidemment, il voulait juste rester en vie, mais apparemment, de nos jours, c'est une attaque personnelle. Puis le système l'avertit que sa faim est montée à 90%. Elle annonce qu'elle et son ami Yan se déconnectent pour aller manger, laissant le pauvre type hurler intérieurement. Il les regarde disparaître et jure en silence. Il repense au fait qu'avant qu'elle ne rencontre Shadow, elle l'appelait « boss » et le traitait gentiment. Maintenant, elle le regarde comme un déchet, et vénère un homme qui ne connaît même pas son nom. Il serre les poings et se promet qu'un jour, il lui donnera une leçon. Un état d'esprit parfaitement sain. Tout le monde ici aurait besoin d'une thérapie. Retour dans le monde réel. Yuna se réveille dans son nouvel appartement. Son estomac est complètement vide. Elle ouvre une application de livraison, rien. Aucun restaurant, aucun livreur, personne n'accepte les commandes. Tout le monde est dans ce jeu maudit. Elle se souvient qu'avant, chez eux, Kai cuisinait toujours pour elle, des repas chauds, des snacks, tout. Elle n'avait jamais besoin de planifier, de cuisiner ou de réfléchir. Sa vie était réglée en permanence sur « facile ». Maintenant, cette ligne d'approvisionnement a disparu, et la colère monte. Pendant une seconde, il lui manque presque. Puis elle balaie l'idée, ce n'est que de la nourriture, et décide que la liberté est plus importante de toute façon. Elle serre le poing et se motive toute seule, je suis la meilleure. Je vivrai encore mieux sans lui. Bien sûr, Yuna. Tu n'arrives même pas à commander à manger. Et ton gameplay de soigneuse est, disons, discutable au mieux. Mais oui, tu vas totalement t'épanouir sans le seul type qui t'a maintenu en vie dans les deux mondes. Retour sur le rivage, dans le jeu. Il y a une petite grotte près de la mer, et un boss crabe géant tente de fuir. Shadow apparaît derrière lui, le tranche en deux, et le cadavre explose en une pluie scintillante de durée de vie. Cela fait plus de 4 heures qu'il enchaîne les boss argent à toute vitesse. Chacun lui rapporte 16 points d'évolution. Et des milliers de jours échangeables. Son équipement est désormais entièrement en or ou mieux. Sa réduction de temps de recharge est passée de 55 à 75%. Une compétence comme coupe d'ombre instantanée, qui avait à l'origine 12 secondes de recharge, revient maintenant en moins de 7 secondes. Pour des joueurs normaux, ce boss nécessiterait un raid coordonné complet. Pour Kai, c'est un jeu d'enfant. Mais il sait que les boss platines qui rôdent plus loin, hors des zones sûres, possèdent tous des capacités anti-furtivité de haut niveau. Pour les affronter sans risque, il lui faut sa propre furtivité au niveau 3 ou plus. Il lui manque encore plus de 20 000 points d'expérience. Alors le plan est simple, vendre le reste de son butin. Encaisser sa durée de vie. Forcer l'avancement de classe. Et décrocher, seul, le premier kill mondial d'un boss platine. Quand il revient en ville, Kai possède l'équivalent de plus de 100 ans de durée de vie échangeable. Son solde en jour est absurde, presque 40 000. Pendant qu'il marche, certains joueurs le supplient, la prochaine fois qu'il aura du matériel à vendre, qu'il le vende à eux au lieu des officiels. Il les ignore poliment. Il a des problèmes bien plus gros. Un homme caché derrière un pilier jette un coup d'œil, puis s'approche prudemment. Il propose à Shadow un contrat d'assassinat dans le monde réel. Tuer un homme ordinaire, paiement garanti, au moins à la hauteur de ce qu'il mérite. Kai ne ralentit même pas. Il continue de marcher. Pris de panique, le type se précipite devant lui et lâche le nom de la cible, il s'appelle Kai. Je te donne l'adresse. Donc, un génie a décidé d'engager Shadow pour tuer, eh bien.
Shadow. L'homme ajoute que puisque Shadow a pu tuer Félix, tuer un inconnu devrait être facile. Il propose même 3000 jours échangeables, ce qui représente environ 50 millions en argent réel. Kyle se fige une seconde. Ce n'est pas une demande au hasard. Quelqu'un avec de l'argent et une rancune personnelle veut sa mort. Vu le timing et la somme, il peut pratiquement deviner qui tire les ficelles, Chichi. Mais si le groupe Kayan avait vraiment voulu le faire disparaître, ils auraient pu payer pour l'effacer bien avant l'apparition du jeu. Donc ce contrat ne vise probablement pas à tuer Kai en premier. Il vise à entrer en contact avec Shadow. Elle veut acheter sa loyauté. Le tuer ne serait qu'un bonus. Kai décide de jouer le jeu. Il accepte le contrat, mais à ses conditions, la moitié du paiement tout de suite, et c'est lui qui choisit quand exécuter le travail. Le messager dit qu'il doit vérifier avec ses supérieurs, mais au final, la compte tombe 1500 jours directement sur le compte de Kai. Pour lui, de l'argent gratuit. Il gardera ça avec plaisir, et plus tard, il ira livrer sa réponse à Chichi en personne. Il prend les informations sur la cible, confirme que c'est bien sa propre identité, et s'éloigne pendant que le messager bouillonne de rancœur. Du point de vue du type, ils sont tous les deux de simples employés de Mademoiselle Chichi. Du point de vue de Kai, ce gamin vient de le payer pour préparer sa vengeance. Alors qu'il s'apprête à partir, une autre femme l'interpelle. Elle a entendu que Shadow achète des coordonnées de boss. Elle prétend connaître l'emplacement d'un boss or, et propose de le vendre pour 100 jours paiement uniquement après qu'il ait vu le boss. Le nom du boss, enveloppeur de peste. Kai sait déjà qu'il existe. C'est un monstre de rang avec une aura toxique permanente, si tu restes trop près, tes PV fondent chaque seconde. Elle lui suggère d'emmener un soigneur, il refuse. À son niveau actuel, effacer un boss or, c'est presque un échauffement. Elle le conduit vers une grotte au cœur d'un marécage toxique et lui montre l'emplacement du boss. Une fois qu'il confirme, il lui paie les 100 jours via le système. Puis son expression change. En transpirant, elle avoue que tout ça est un piège. Dès qu'il commencera le combat, une autre escouade l'attaquera. Ils ont même préparé 2 objets anti-furtivité. Et bien sûr, ils lui ont demandé de faire semblant de les arrêter, devant Shadow, d'utiliser cette occasion pour s'approcher, et d'arracher son identité dans le monde réel. Kai la regarde simplement en silence. Le plan est tellement enfantin que c'en est presque mignon. Elle insiste, elle a été forcée. L'homme derrière tout ça s'appelle Dongfang Ziyan. En jeu, il se fait appeler Ziyunian. Le type qui avait essayé de voler le boss du vaisseau fantôme doré de Kai, puis qui avait envoyé un livre de compétences en excuse. Dans sa vie précédente, Kai n'avait même jamais entendu parler de ce clown. Il a probablement crevé tôt et en silence. La femme le supplie de ne pas la trahir. Ils la font chanter hors du jeu, elle veut Dongfang mort plus que quiconque. Kai lui dit de suivre le plan. De les laisser s'approcher. Lui, il s'occupera du reste. Elle panique, convaincue que Shadow marche vers sa mort. Dongfang a déjà mené 3 escouades complètes contre ce même boss. Et s'est fait exterminer en moins de 30 secondes. Ils n'ont même pas gratté 5% de sa barre de PV. Si eux ont fini comme ça, comment un seul assassin pourrait survivre à un poison? Qui frappe tout le monde de la même façon? Kai décide de répondre à cette question tout de suite. Il active ses buffs, puis plonge vers l'enveloppeur de peste. D'abord, libération bénie. Ensuite, amplification de faiblesse. Puis un coup brutal de coupe-gorge. Les PV du boss s'effondrent en un seul coup. Plus des 2/3 de sa barre effacée en un seul paquet de dégâts. Plus de 80 000. Alba reste figée, choquée. Elle se demande littéralement si cet homme est encore humain. Avant de finir le boss, Kai disparaît encore. Libération bénie a un temps de recharge de 25 secondes, mais avec ses 75% de réduction, il n'a plus qu'à attendre environ 14 secondes. Au lieu de tuer le boss, il décide d'attendre que Dongfang Ziyan et son équipe arrivent. De l'XP gratuite qui entre dans une aura toxique? Avec plaisir. Peu après, Dongfang et plus de 10 joueurs foncent dans la grotte, jurant que quiconque les bloque sera massacré. Ils sont là pour tuer Shadow, Farmer son équipement, et frimer devant leur guilde.
Alba lève le bras et commence à activer une compétence, exactement comme le plan l'exigeait. Kai est agacé. Parmi tous ceux qui pouvaient le poursuivre, c'est encore ce type. Dongfang, roi des mauvaises décisions. Il s'inquiète une seconde, Alba peut-elle réellement les retenir? Plus de 10 joueurs qui s'écrasent sur une seule première ligne, ce n'est pas quelque chose qu'un support au hasard encaisse. Puis Alba active son atout maître, un bouclier doré, éclatant, se déploie devant elle. La barrière est si épaisse que, à ce stade précoce du jeu, presque personne ne peut la briser. Kai comprend pourquoi ils l'ont choisi pour ce rôle. Elle est tombée une fois sur la bénédiction d'un ancien dieu dans la nature. Et a obtenu un coffre doré. Elle est le mur parfait. Les hommes frappent contre le bouclier, trop occupés à rager pour réaliser qu'ils sont déjà morts. Depuis les ombres au-dessus, Kai se laisse tomber dans leur formation. Et active coupe d'ombre instantanée, suivie de malédictions florissantes. Les corps tombent en morceaux. Le sang touche le sol, puis éclot en un champ de fleurs cramoisies grotesques. Alba regarde, terrifiée. Une seule chaîne de compétences vient d'effacer toute une escouade d'embuscades. Si elle avait écouté Dongfang et s'était rangée entièrement de son côté, elle ferait partie du bouquet, là, maintenant. Elle ajoute vite Shadow en ami, promettant que si elle découvre l'emplacement réel de Dongfang, elle le lui enverra. Puis, en rougissant, elle ajoute que s'il a besoin de quoi que ce soit d'elle un jour, ce sera gratuit. Kai la classe mentalement dans la catégorie, exactement ce qu'elle paraît être. Puis saute du rebord et achève l'enveloppeur de peste à coup rapide. La durée de vie qu'il absorbe de plus d'une douzaine de joueurs morts reste insignifiante comparée à ce que lui donne ce boss or. Il pense, tu avais du temps pour farmer tranquillement, et tu l'as gaspillé à organiser des embuscades. Tu as eu exactement la fin que tu méritais. Avec main cupide, il pille le cadavre. Parmi les butins, un livre de compétences d'assassin rend Platinber la plus sombre. Il projette une vague de lumière noire depuis sa lame, aveuglant tous les ennemis dans une large zone pendant jusqu'à 10 secondes. Le temps de recharge est long et il faut le niveau 10, mais l'effet ignore totalement le niveau de furtivité. Même si le boss peut voir à travers l'invisibilité, il ne peut certainement pas voir à travers la cécité. Kai apprend la compétence sur place. Il obtient aussi une nouvelle dague, lame de peste. Attaque de base élevée, bonus d'agilité, dégâts supplémentaires sur les points faibles, et chaque attaque empoisonne la cible, explosant en dégâts bonus après quelques secondes. Son kit est en train de devenir, petit à petit, un pack, suppression de boss de raid en solo. Après être sorti de la grotte, Kai nettoie les monstres du coin. Il lui manque seulement un peu pour atteindre 10 000 d'expérience et son avancement de classe, alors il passe en mode extermination. Chaque créature qu'il voit meurt, ou s'enfuit de terreur. Il ne laisse rien s'échapper. Enfin, une lumière dorée explose autour de lui. Sa classe évolue, Shadow tier 0 tier 1. Ses statistiques triples, Force, 3-9. Constitution, 3-9. Agilité, 8-24. Esprit, 5-15. Son premier passif double désormais la durée de sa furtivité. Et lui permet de lancer des compétences de furtivité tout en étant déjà en furtivité. Avec des temps de recharge assez courts, il peut rester pratiquement invisible pour toujours. Son deuxième passif augmente son niveau de furtivité, il devient encore plus difficile pour n'importe quelle détection de le repérer. Son troisième passif améliore ses dégâts d'embuscade, les attaques hors du champ de vision de l'ennemi ne font plus le double, elles font le triple. Tout ça, et ce n'est que le tiers 1. Pas étonnant que ce soit considéré comme la classe furtive la plus forte de l'existence. Pile au bon moment, le système lâche une annonce mondiale pour la ville de Jianghe, 7 joueurs ont atteint le niveau 10. Le cercle de téléportation vers le continent divin abandonné s'activera dans 10 minutes. Un panneau de classement apparaît, Shadow. Rosa grise. Jour de neige, Grande Prune et Darius. Uyu et Yuan. Kai jette un œil à l'heure 20h30. Dans sa vie précédente, à cette heure précise, ce classement était rempli de noms étrangers. Les joueurs locaux n'avaient même pas touché le tableau. Et maintenant ? Presque tous ceux en haut du classement sont des gens qu'il connaît,
des gens qu'il a renforcés avec l'équipement et les compétences qu'il leur a vendus. L'avenir est déjà en train de bugger. Dans le monde réel, la nuit est tombée. Des équipes de police traînent des criminels menottés hors de leur planque. Un agent rapporte que presque tous les membres clés du groupe criminel d'Ajan Industrial ont été arrêtés. Il n'en reste que 3. Leurs corps sont dans le coma, toujours connectés au jeu. On ne peut pas encore les toucher. Le commandant félicite l'unité. Puis donne un nouvel ordre, dire à Eva de forcer ces 3 derniers à se déconnecter. La méthode est simple et cruelle, pas de nourriture dans le monde réel. Ils peuvent se cacher autant qu'ils veulent dans des villes sûres, leurs corps, eux, ont toujours faim. Quand la faim deviendra insupportable, ils se déconnecteront, et tomberont directement dans les menottes. Tout le monde sait qu'ils en sont arrivés là grâce à Shadow. Il a exposé les crimes de Dajan, et les a prévenus au sujet de l'extraction des compétences au niveau 10. S'il avait été ne serait-ce qu'un peu plus en retard, Jamlia et sa bande auraient transféré leurs compétences dans la réalité. Toute tentative d'arrestation se serait transformée en bain de sang. Dans d'autres pays, ils gèrent déjà de petites révoltes et des milliers de morts. Leurs propres escouades n'ont atteint le niveau 10 aussi vite que grâce à l'équipement que Shadow a déversé sur Jianghe. Pour eux, Shadow n'est pas juste un joueur puissant. C'est un atout au niveau national. De retour à Lucioleville, Kai revient, et Alba l'accueille avec un grand sourire. Elle le taquine, « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois Batman, libérant la ville du mal. » Il lui dit d'arrêter de dire n'importe quoi et d'aller droit au but. Elle tire la langue et explique, « Les autorités ont déjà rendu l'affaire d'Ajang publique. Enlèvement, torture, meurtre. Et elles ont officiellement déclaré que Shadow avait tué Félix et Jamlia sur leurs ordres. » Kai se tait. Ils ne font pas que blanchir son nom. Ils réécrivent l'histoire pour faire de lui leur bourreau invisible, comme ça, la coopération future sera plus facile à vendre. Il lui demande si elle a trouvé l'emplacement réel de Dongfang Ziyin. Elle répond qu'il ne s'est pas encore déconnecté, mais qu'elle enverra l'info dès qu'il le fera. Kai hoche la tête et s'éloigne. Il a des choses plus urgentes à gérer. Le cercle de téléportation vers le continent divin abandonné est activé. Toute cette région de départ? Pour lui, ce n'est déjà plus qu'un tutoriel. Devant la matrice de téléportation de la ville, il entre dans le cercle, et disparaît. Les joueurs à côté ne voient personne et paniquent. Quelqu'un avec une détection anti-furtivité de niveau 2 râle qu'il n'arrive toujours pas à voir Shadow. Un autre le traite d'idiot, « Si ta détection ne le voit pas, ça veut juste dire que son niveau de furtivité est au-dessus du niveau 2. » Quelques secondes plus tard, Kai apparaît seul dans un paysage dévasté. Exactement comme dans sa vie précédente. Rues vides, bâtiments brisés, les ruines même de la ville de Jianghe. Le continent divin abandonné reflète le monde réel, chaque joueur apparaît dans la version en ruine de sa propre ville. Pourquoi les dieux l'ont conçu comme ça, personne ne le sait. Depuis l'ombre d'un mur effondré, un monstre l'observe. Des yeux luisants. Une bête vermiforme appelée Trembleterre. Elle jaillit de sa cachette et fracasse le sol, déchirant la terre déjà craquelée. Kai glisse hors de portée avec flou d'ombre fantôme, puis surgit avec coupe d'ombre instantanée, tranchant la chose en deux. Le système retentit, un Trembleterre niveau 11 éliminé. D'autres émergent, rugissant. Ils se faufilent entre leurs attaques, activent Libération bénie, et les massacrent un par un. Leurs corps se dissolvent en durée de vie. Ici, pas de ville sûre, pas de mur confortable. Les monstres peuvent attaquer de n'importe quel angle, à n'importe quel moment. Mais si tu trouves le bon refuge dans ces ruines, tu peux en faire une forteresse, et dominer toute la région. Kai s'en souvient parfaitement, au nord-ouest des ruines de Jianghe se trouve le meilleur abri, celui qui appartenait autrefois à la guilde Godslayer. La dernière fois, il avait rejoint cet endroit tard. Cette fois, il compte être le premier. L'avenir se plie déjà. Et notre garçon ne fait que commencer. Un flash de lumière blanche, et un autre groupe apparaît. Bienvenue sur le continent divin abandonné. Destination vacances, évidemment. C'est l'équipe de Darius. Grande prune cligne des yeux, confuse. Cet endroit ressemble moins à une terre fantastique mystique qu'à une ville moderne bombardée. Elle plisse les yeux vers une tour au loin. Capitaine? Ce ne sont pas les tours de la ville de Jiangnan?
Gabriella examine l'horizon à travers les yeux de son hibou et hoche lentement la tête. Si. Tu ne deviens pas folle. Les tours de chez nous sont encore là. Donc oui, bienvenue sur le continent abandonné par les dieux, aussi connu sous le nom de Terre 2, avec un DLC intitulé Trauma. Grande Prune oublie immédiatement l'apocalypse et se concentre sur ce qui compte vraiment pour elle. J'ai entendu dire que quelqu'un a vu Shadow se téléporter ici. Il est tout? Il est tout, mon assassin trop cool? Elle fouille chaque recoin comme une fangirle en chasse au trésor. Gabriella soupire et lui dit de se calmer. Si Shadow veut être invisible, ils peuvent lui marcher sur les pieds et ne le verront toujours pas. C'est là que le sol se déchire. Deux énormes tremblements arrachent la roche et surgissent, projetant des gravats partout. Darius lève son bouclier par réflexe, tout le monde, en garde. On a de la visite. Gabriella récite bénédiction elfique, une lumière blanche l'enveloppe. Les monstres chargent, leur cou lourd s'écrase sur son bouclier comme des marteaux-pilons. Grâce au buff, Darius tient à peine, mais Gabriella le prévient quand même, ce ne sont que des monstres classiques. Ils frappent plus fort que les boss argent près de la ville. Donc oui. Le tutoriel est terminé. Le archer s'avance, arme son arc, et tire un tir entre avant. La flèche explose en chaîne lumineuse qui s'enroule autour des deux tremblements. Il sourit, parfait. Ils sont sensibles au contrôle. Je les maintiens immobilisés et je les fais exploser. Grande Prune lève son bâton, invoque une boule de feu à l'allure prophétique, et la divise en deux comètes brûlantes qui s'écrasent sur le visage des monstres. Les tremblements rugissent, puis s'effondrent en particules de durée de vie scintillantes. Crise évitée. Pour l'instant. Darius ne perd pas de temps. Il dit à Gabriella, envoie ton hibou en hauteur. Je veux un repérage complet. Elle acquiesce, le hibou s'élève dans le ciel sombre, décrivant des cercles de plus en plus larges. Ce qu'il voit, n'est pas rassurant. Capitaine, des monstres partout. Beaucoup. Et le bruit de notre combat en a déjà attiré d'autres dans cette direction. Ils viennent droit sur nous. Je ne vois aucune zone sûre à proximité. Darius blêmit. Pas de zone sûre. Pas de checkpoint. Mode hardcore débloqué. L'archer commence à paniquer, c'est quoi ce continent pourri? Depuis quand c'est devenu un jeu de survie? Grande Prune, évidemment, a une autre priorité. Elle hurle au hibou de Gabriella, Xiaoxu, essaie de trouver Shadow. Il est arrivé genre 10 minutes avant nous. Il ne peut pas être loin. Si on le trouve, on est sauvé. Gabriella se reconcentre à travers les yeux du hibou. Au début, rien, juste des ruines et des monstres. Puis elle le remarque, au nord-ouest, un nuage ridiculement immense de particules de durée de vie brillante, suspendues dans l'air comme une nébuleuse scintillante. Quelqu'un a massacré une armée de monstres là-bas, et n'a même pas pris la peine de l'auteur. Il n'y a qu'une seule personne qu'il connaisse assez arrogante pour faire ça. Oui. C'est forcément lui, murmure-t-elle. D'autres tremblements sortent du sol à côté, en grondant. Darius n'attend pas de débat, replie. Tout le monde bouge, maintenant. Shadow a déjà nettoyé cette zone. On suit l'allure et on survit. Reculer en combattant. Formation serrée, il commence à reculer en kite, lame sortie, yeux écarquillés. Pendant ce temps, pas loin, un autre groupe de tremblements jaillit du sol, prêt à tendre une embuscade à quelqu'un. Et la seconde d'après, un flou d'ombre les traverse. Les corps tombent en tranches nettes. C'est Shadow. Même sans le boost actif de Libération Bénie, un seul coup d'ombre de sa part inflige 20 à 30 000 dégâts. Ces mobs de niveau 12? Aucun danger. Tout cet endroit, pour lui, c'est un paradis de farm. Quelques minutes de paradis, plus tard, Kai se tient à l'entrée d'une vieille ruine, profondément enfouie sous la ville. Il baisse les yeux vers un escalier fissuré qui disparaît dans l'obscurité. Sous ces ruines se trouve un immense complexe souterrain. Un palais caché qui, dans sa vie précédente, avait mis des semaines à être découvert. Un millier de chambres de repos. Des dizaines de grandes salles. À l'époque, c'était la plus grande planque de toute Jianghe. Ça a fini par devenir la base principale de son ancienne guilde, Godslayer. Avant ça, c'était un donjon cauchemar, pièges, monstres, et un boss gardien qui donnait envie de désinstaller.
Plus la planque est grande, plus le gardien est cruel. Kai franchit l'entrée, et une fenêtre système apparaît, vous êtes entré dans la terre de purification des âmes. Il s'en souvient parfaitement. La dernière fois, après avoir créé la guilde Godslayer, il avait amené ici 3 escouades d'élite. 18 joueurs, tous niveau 15, tous équipés à fond. Et ils avaient à peine réussi à s'approprier cet endroit. Cette fois, il n'y a que lui. Et il sourit. Il descend les escaliers. Un nouveau message système apparaît, proprement, comme pour confirmer ses ambitions, si vous vainquez le gardien de la zone, vous pourrez revendiquer la propriété de cette région. Des monstres se tournent vers lui, leur regard se verrouillant sur Shadow. Notre garçon ne panique pas. Il dégaine sa dague et les jauge. Niveau 12, rang or, esprits élémentaires. Parfait. Il active heure la plus sombre. Une lumière noire explose dans le couloir, aveuglant tout dans un rayon énorme. Puis il se fond dans le mouvement. Coup éclair d'ombre après coup éclair d'ombre. Quand les monstres récupèrent la vue, ils sont déjà morts. 15 mobs, effacés. Purification des âmes, par contre. Cet endroit est immense. Des dizaines de couloirs, des centaines et des centaines de petites pièces. Kai jette un œil aux particules de durée de vie flottant partout et fait un petit calcul de radin. Avec le nombre de monstres dans cette planque, s'il nettoie tout, il fera probablement évoluer main cupide encore une fois. Son regard se durcit. Il connaît la règle ici, une fois que chaque zone est nettoyée, le gardien apparaît. Et ça, c'est le vrai prix. Coupe sur un autre duo de joueurs. Ils arrivent sur le continent divin abandonné dans un flash. Le gars regarde autour de lui, sidéré. C'est vraiment le continent divin abandonné? La fille fronce les sourcils. Quelque chose, dans tout ça, lui paraît bizarrement familier. Ils marchent dans les ruines, lisent quelques panneaux de rue, puis la réalité leur tombe dessus, ce ne sont pas des ruines de fantaisie générique. Ce sont les ruines de leur propre ville. D'abord, ils traversent ce qui était autrefois Chaozu. Des heures plus tard, ils atteignent les restes brisés de Mountain City. Puis, d'une manière ou d'une autre, ils se retrouvent dans ce qui était Londres. La conclusion logique leur fait mal au cerveau. Attends, des gens de toutes les régions sont largués dans les ruines de leur propre ville? La fille ajoute un détail encore plus terrifiant, et si la géographie correspond exactement au monde réel? Pendant qu'ils sont là en pleine crise existentielle, le sol commence à vibrer. Plusieurs tremblements émergent tout près, yeux luisants. Le duo jette un regard, hurle intérieurement, et fait immédiatement la seule chose saine, il court. Les monstres se lancent à leur poursuite, pulvérisant tout sur leur passage. Donc oui. Bienvenue sur le continent divin abandonné. Population, des noobs terrifiés, et un assassin beaucoup trop chéaté. Dans les ruines de Jianghe, le sol est recouvert de sphères de durée de vie. Pas très loin, l'équipe de Darius est littéralement cachée sous des gravats comme des PNJ effrayés. Darius passe la tête derrière un mur brisé. Aucun monstre en vue. Il souffle et dit à tout le monde de prendre une seconde pour récupérer. Eva rougit un peu. Elle pensait vraiment que leur escouade était forte, mais la vérité? Il tremble sous l'ombre du vrai boss de ce jeu. Et non, pas un boss de raid. Shadow, le joueur. Darius tousse et lui dit de faire attention à ses mots. Appeler un autre humain, le boss du monde, est, exact, mais catastrophique pour le moral. Grande Prune passe aussi la tête, serrant son bâton contre elle, et murmure, heureusement que Shadow a nettoyé cette zone. Avec autant de monstres, on serait mort 10 fois. Puis, parce que son cerveau fonctionne différemment, et aussi, petite question. Si on mourait ici, on réapparaîtrait où? Pendant ce temps, Gabriella pilote toujours son hibou. Darius se penche et dit doucement à Eva, on ne joue pas au héros, là. Nous 6, on se retire, on se regroupe, et on revient seulement après que tout le monde ait atteint le niveau 10. Elle hoche la tête immédiatement. Le courage, c'est bien. La survie, c'est mieux. À travers le hibou, Gabriella voit des monstres tomber comme des mouches au loin, puis elle remarque quelque chose d'étrange.
La trace de destruction de Shadow s'arrête net. Comme s'il avait disparu exactement à cet endroit. Et il y a du loot partout, y compris des objets de rang or. Elle a très envie d'aller tout ramasser. Darius se décide et envoie un message à Shadow, ils ramasseront son butin laissé au sol et le paieront en durée de vie à sa juste valeur, s'il est d'accord. Très profondément sous terre, Kai tranche un autre mob en morceaux scintillants. La dernière salle est enfin nettoyée. La terre de purification des âmes est silencieuse. Il vérifie son journal, plus de 40 salles. Plus d'1 millier de petites pièces. Plus de 400 monstres massacrés. 4 boss bronze, 2 boss argent. Plus de 80 000 points d'expérience gagnés. Point d'évolution, un énorme 205. Il lui manque seulement quelques points pour faire évoluer Main Cupide à nouveau. Et comme par hasard, toute la salle grésille. De l'électricité commence à fleurir dans l'air. Le gardien est arrivé. Une silhouette se matérialise, une demoiselle de nuit faite d'éclairs, élégante et mortelle. Le système l'étiquette, purificatrice d'âme, rang platine, niveau 15. Le monstre au plus haut niveau des ruines. Le boss au plus haut rang de toute la ville. Dans sa vie précédente, cette chose était une tueuse de guilde. Sa barre de PV 750 000. 3 phases. Le regard de Kai s'aiguise. Round 2. Il ouvre avec coupe d'ombre instantanée, glissant dans l'espace pour la frapper. Le coup touche, mais la barre de PV bouge à peine. D'accord. Pas de problème. Il enchaîne avec coupe-gorge, son vieux classique. Celui-là lui arrache enfin un vrai morceau de vie. La purificatrice d'âme n'apprécie pas du tout. Elle lève la main, et une lance de foudre se forme. Puis se transforme en pluie de lance qui tombe du plafond. Kai fonce à travers la salle. Il comprend vite un truc sale, normalement, avec ses 75% d'esquive, la plupart des monstres n'ont qu'environ une chance sur 4 de réussir à le toucher. Mais ça, c'est un boss platine. Tout ce qu'il fait intègre une correction de précision. Ses attaques de foudre ont au moins 50% de chance de le marquer. Et si ne serait-ce qu'une lance le touche pleinement, avec sa défense actuelle et sa résistance à la foudre, c'est terminé. Heureusement, ses stats ont une autre face. Son agilité est à 182. À pleine vitesse, il peut sprinter à plus de 40 mètres par seconde. Donc tant qu'il respecte les timings d'attaque et garde les yeux ouverts, il peut sortir de la zone avant que la foudre ne s'abatte complètement. Il serre les dents. La dernière fois qu'il était ici, il avait à peine survécu avec sa guilde, caché derrière des boucliers de prêtres et en priant pour un miracle. Cette fois, il ne laisse pas au boss la moindre chance. Il lâche tout, libération gracieuse, coup d'ombre, les dégâts de peste de sa lame maudite. En quelques instants, ses PV chutent d'un quart. 250 000 envolés en un clin d'œil. Il connaît ce schéma. Ensuite vient la phase 2. Des orbes électriques apparaissent autour du boss et commencent à pulser. La purificatrice d'âme devient invincible, lançant des éclairs pendant que les orbes se chargent. S'il ne détruit pas les 3 orbes rapidement, elle passe en mode frénésie, celui que même les raids redoutent. Kai s'en souvient trop bien, dans sa vie précédente, toute son équipe s'était fait exterminer par cette rage. Après ça, une de ses camarades de guilde a piqué une crise si énorme qu'elle a refusé de revenir ici. La deuxième tentative, il l'a laissée à la maison, et ils ont tout réussi du premier coup. Leçon retenue, parfois, le boss n'est pas le seul problème. Il lance ses dards volants vénéneux sur les orbes, un par un. À chaque orbe brisé, la purificatrice d'âme subit un contre-coup de dégâts. Il détruit le premier orbe, puis le deuxième. Le troisième explose, et ses PV passent sous la moitié. Ses yeux brûlent de rage. La foudre explose sur le sol. Phase 3. Maintenant, elle est en mode total, toute la salle est de la lave, enchaînant d'énormes explosions électriques de zone, encore et encore. La dernière fois, sa guilde avait 4 prêtres qui spammaient des boucliers, tout le monde empilé en résistance foudre, et ils avaient quand même survécu de justesse. Cette fois,
Kai saute. Il s'enveloppe de libération gracieuse et de boucliers de lumière noire, une barrière de lumière sombre se formant autour de lui. S'il y a de la foudre en continu au sol, sa solution est simple, ne pas rester au sol. Il traverse l'air, prend appui sur des débris, utilise ses compétences de mouvement, et plonge dès qu'une fenêtre s'ouvre. Chaque fois qu'il se rapproche, il entaille ses PV avec coups d'ombre depuis les hauteurs. Ça ne dure pas longtemps. Une dernière traînée de ténèbres passe au niveau de son cou. Sa tête vole, son corps de foudre se brise, et le gardien s'effondre en pure lumière. Le système retentit, vous avez tué la purificatrice d'âme, rang platine. Niveau +1. Tous les attributs principaux +4. Points d'attribut gratuit +10. Points d'évolution +20. Premier kill mondial au boss rang platine. Réputation +10. Vous êtes désormais maître des terres sanctifiées. Cette notification, pour Kai, n'est que la première d'une longue série. Pour le reste du monde, c'est une bombe nucléaire. Coupe sur un champ pluvieux près de la ville. Zio et Yuna sont en plein combat de boss. Le boss balance une hache absurdement énorme. Zio crie à Yuna de reculer. Elle se fige, hurle à l'aide, et reste plantée là comme un cône de signalisation. La hache coupe net son avatar en deux. Elle réapparaît en ville. Message système, encore morte. Moins 14 ans de durée de vie non échangeable, plus 2 jours échangeables. Elle fixe les chiffres, vide. Son coéquipier explose. Il la traite d'idiote et hurle, sérieusement, tu me dis que t'as pas pu esquiver une hache de la taille d'une maison. Yuna réplique, oh, et toi t'es un super tank peut-être, si tu tiens même pas l'aggro, je suis censé esquiver quoi exactement? Il s'énerve encore plus, je suis censé être tanker une AO en fauchage qui couvre la moitié de l'écran? Discussion terminée. Il quitte le groupe en rage. L'ami de Yuna panique. Sans tank, elle meurt quelques secondes plus tard et réapparaît aussi. De retour en ville, très inquiète, elle dit à Yuna, peut-être qu'on devrait arrêter de provoquer des boss et juste monter sur des petits mobs. On manque de durée de vie, et je panique. Yuna se tait. Et là, le système lâche la bombe, le joueur Shadow de la ville de Jianghe a réalisé le premier kill mondial d'un boss de rang platine. Toute la ville devient silencieuse. Les gens fixent le message comme si c'était un bug. Ils ont à peine mis les pieds sur le continent divin abandonné. La plupart n'ont même jamais vu un mob de rang or, et quelqu'un vient de solo un boss platine. Le nom, Shadow, traverse à nouveau le chat. Tout le monde veut savoir qui il est vraiment. Yuna fronce les sourcils. Elle sait combien d'efforts il faut pour tuer un boss argent avec une équipe complète. Comment Shadow a-t-il pu tuer un boss platine tout seul? Bonne question. Il est dans un palais du meurtre sous terre en ce moment même, voilà comment. Dans la planque, Kai commence calmement à ramasser les sphères de durée de vie. Il est maintenant niveau 11, et après le niveau 10, chaque niveau donne un +4 fixe à toutes les stats, plus 10 points gratuits. Il met chaque point gratuit, en agilité. Dans sa tête, si sa vitesse est folle et sa furtivité infinie, alors tant qu'il ne se fait pas toucher, il n'a pas besoin d'être tanky. Puis il regarde son total de points d'évolution et cligne des yeux. Ce kill de boss vient d'ajouter 20 points par-dessus tout le reste. Il peut faire évoluer main cupide une fois de plus. Ce n'est pas juste sympa. C'est une rupture totale de l'économie. Il le fait. Main cupide passe au rang légendaire. La compétence donne désormais 500% de chance de générer un loot supplémentaire. Oui, ces maths sont illégales, et tout loot bonus obtenu est garanti d'être amélioré d'un rang. En plus de ça, il obtient un espace de stockage bonus, 100 emplacements supplémentaires de l'espace cupide, un sac à dos en dimension de poche. Il teste la compétence améliorée sur le butin de la purificatrice d'âme. 5 butins supplémentaires apparaissent. Et il récupère aussi 100 points d'évolution de plus, en plus de ce qu'il avait déjà. Donc, naturellement, moment shopping de montée de compétences. Il dépense 42 points pour améliorer furtivité de Shadow 3 fois, jusqu'à épique. La durée passe à 60 secondes.
Briser la furtivité inflige maintenant 300 à 500 dégâts, et le cooldown descend de 22 secondes à 15. Il dépense 34 points sur amélioration de coup dans le dos, la passant aussi en épique. Le bonus de dégâts de dos passe de 50% à 75%. En clair, ne lui tourne pas le dos, vient de devenir un conseil de survie, pas une métaphore. Il dépense 6 points pour faire passer or la plus sombre de platine à émeraude, puis diamant, jusqu'à épique. L'explosion de lumière noire aveugle maintenant tous les ennemis dans un rayon de 50 mètres, pendant jusqu'à 16 secondes. Les monstres intelligents peuvent s'en débarrasser un peu plus vite. Les stupides deviennent de l'XP gratuite. Enfin, il balance 33 points dans Malédiction Florissante et la fait passer en légendaire. Désormais, il peut la lancer sur des cadavres de joueurs dans les 60 secondes suivant leur mort pour drainer 50% de leur durée de vie non échangeable, et aspirer les sphères de durée de vie dispersées. Ensuite, le corps disparaît complètement, comme s'il n'avait jamais existé. Il fixe la description, impressionné. Pouvoir aspirer de la durée de vie non échangeable dans les zones de rage et les arènes de boss? Ce n'est pas une compétence. C'est un nettoyeur de scènes de crime, avec partage des bénéfices. À ce moment-là, un message apparaît. C'est Alba qui le félicite pour le premier kill mondial d'un boss platine. Elle lui apporte aussi des infos fraîches, le joueur connu sous le nom de Sage de l'Est vient de se déconnecter. Dans le monde réel, sa famille le clan d'Anfeng se rassemble à l'hôtel Jiannian. Ils ont acheté un stock énorme de durée de vie échangeable et comptent la convertir en puissance de combat pure dans le jeu. Autrement dit, une famille noble avec de l'argent, de l'ambition, et zéro chill. Alba est terrifiée. Si Kai ne stoppe pas Sage de l'Est, elle est finie. Kai lui dit de ne pas s'inquiéter. Puis il tourne la tête vers les montagnes de butin autour de lui, et vers ses points d'évolution qui continuent de grimper. Au moins, une chose se passe extrêmement bien. À la surface, l'escouade de Darius reçoit une réponse de Shadow. Oui, ils peuvent récupérer le loot qu'il a laissé derrière. Ils devront juste le payer plus tard en durée de vie, selon la valeur. Plus tard, Shadow revient enfin dehors, au milieu de la ville en ruine. Quand il apparaît, les yeux d'Eva et de Grande Prune s'illuminent comme s'ils voyaient une célébrité. Eva court pour le prendre dans ses bras. Kai, tranquillement, plante une main devant elle et la stoppe en plein élan. Business d'abord. Il lâche un tas d'équipements et fait simple, comme d'habitude, je fixe le prix. Si ça ne vous plaît pas, vous passez. La plupart du loot précédent qu'ils avaient ramassé, c'était du commun et du bronze minable, donc il leur a déjà fait une réduction. Il leur annonce 950 jours de durée de vie pour ce lot. Ils se regroupent, font les calculs, et décident d'arrondir le tout. En incluant les nouveaux objets, ils paieront un total bien rond de 2000 jours pour l'ensemble. Kai cligne des yeux. Ce n'est pas du tout l'arnaque à laquelle il s'attendait. Il surpaie, parce qu'ils ont mal calculé. Il hausse les épaules intérieurement. Les clients honnêtes sont une espèce rare. Puis il ouvre le butin actuel. Équipement argent. Équipement or. Équipement platine. Livre de compétences. Il leur dit froidement que la valeur totale tourne autour de 18 000 jours échangeables. Eva ouvre la fenêtre et fait défiler la liste. Sa mâchoire tombe quand elle voit des objets platine. Elle-même a à peine une seule pièce or. Qui vend du platine aux autres? Seul un vrai cinglé. Elle comprend que cet échange, à lui seul, peut avancer le développement de la ville de Zhonghe de plusieurs mois. Elle remercie Shadow comme s'il venait de sauver toute sa région. Lui se contente de sourire et dit qu'ils s'aident mutuellement. Grande Prune, toujours surexcité, demande comment il peut porter autant de choses. Son inventaire est-il secrètement sans fond? Kai leur donne plutôt un petit conseil amical, leurs sacs sont probablement déjà pleins. Sous la statue au centre des ruines, il y a un escalier qui mène à une porte de téléportation vers la ville de départ. Premier aller-retour, ça coûte 500 jours de durée de vie. Après ça, c'est gratuit d'entrer et sortir.
Il leur conseille d'y réfléchir sérieusement, puis il s'en va. Alors qu'il s'éloigne, Eva pointe son dos avec le plus gros sourire satisfait, « Tu vois ? Shadow est forcément un joueur réincarné. Aucun débutant ne connaît des secrets comme ça. » Darius lui demande juste, exaspéré, « Capitaine, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir l'air aussi fier. Vous redevenez complètement folle. » Elle rougit et se demande à voix haute ce qu'il dirait si elle essayait de flirter avec Shadow. Le reste de l'équipe meurt collectivement à l'intérieur. Les priorités, comme d'habitude, partent dans tous les sens. Une fois Kai seul, le système lui propose l'étape suivante, « Souhaitez-vous consommer de la durée de vie échangeable pour synchroniser votre niveau et votre avancement de classe avec le monde réel ?» Il n'hésite pas. Il active la synchronisation de niveau et la synchronisation d'avancement de classe. 27 000 jours échangeables disparaissent en un clin d'œil. Ses statistiques dans le monde réel rattrapent son build d'assassin en jeu. Ensuite vient l'extraction des compétences. Il se souvient qu'il a déjà fusion d'ombre niveau 1 dans la réalité. Pas suffisant. Il dépense 1946 jours pour monter fusion d'ombre au niveau 10 dans le monde réel. Puis il extrait, une par une, amélioration de coups dans le dos aux 900 jours. Main cupide 1000 jours. Coup éclair d'ombre aux 3200 jours. Flou d'ombre fantôme aux 5366 jours. Malédiction florissante 16 099 jours. Bouclier de lumière noire 11 313 jours. Une fois tout ça terminé, son solde de durée de vie échangeable tombe à 7 480 jours. Il continue. Il dépense 3600 jours pour extraire ses bottes de dissimulation rang or dans la réalité. Et encore 3394 jours pour le pendentif du dévot. Il lui reste 486 jours. De la monnaie. Mais maintenant, dans le monde réel, sa puissance est presque égale à celle qu'il a dans le jeu. Sauf que maintenant, les balles, c'est un problème. Il parcourt les nouveaux descriptifs d'objets. Le pendentif du dévot ne fait pas que réduire les temps de recharge, il invoque un suiveur de rang argent, pratiquement increvable dans le monde réel. Ça, c'est sa vraie police d'assurance. Il se déconnecte. Quelques minutes plus tard, des ombres suintent de son corps tandis que Kai se réveille dans son appartement. Il réfléchit en silence. Maintenant que Kai et Chichi savent où il habite, rester ici, c'est dangereux. Extraire la planque de purification des âmes dans la réalité coûterait plus de 1300 ans de durée de vie. Il ne les a pas encore. Donc il lui faut une base temporaire. Première étape. Il lève la main, active main cupide, et aspire tout ce qu'il y a dans sa pièce dans l'espace cupide. Meubles, électronique, vêtements. Tout l'appartement se vide en quelques secondes. Et tout rentre. Il sourit malgré lui. Main cupide légendaire et ridiculement pratique. Il grimpe sur le rebord de la fenêtre, vérifie son téléphone, et voit l'emplacement, Dongfeng Xian est à l'hôtel Jiannian, à environ 15 km. À sa vitesse actuelle, c'est 10 minutes de jogging. Il se camoufle, tombe silencieusement au sol, et s'enfonce dans la nuit. À l'intérieur de l'hôtel Jiannian, un banquet familial bat son plein. Des hommes en costume, des plats hors de prix, beaucoup de visages arrogants. Un vieil homme en bout de table lève son verre. Vu l'état actuel du monde, des compétences et de la durée de vie qui affectent la réalité, il ne voit que des opportunités pour la famille Dongfeng. Il félicite son petit-fils Xian d'avoir eu la clairvoyance de monter une faction tôt dans le jeu. Xian sourit poliment, jouant l'héritier modèle. Le vieux explique leur plan, ils ont acheté une quantité obscène de durée de vie échangeable. Ils vont la convertir en équipement et en livre de compétences, poussant tous leurs membres clés au niveau 10 le plus vite possible. Ensuite, avec de la puissance dans les deux mondes, les Dongfeng deviendront une force inarrêtable. Peut-être même un clan millénaire. Il dit ça comme si c'était le destin. Xian le fixe, le regard calme, mais glacé. Dans sa tête, les pensées sont beaucoup moins respectueuses, se faufile à un pied dans la tombe et refuse encore de lâcher le siège de chef de clan.
Il rêve d'immortalité. Son propre plan est plus simple et plus vicieux, piéger Shadow. Lui soutirer tous ses secrets. Le transformer en générateur personnel de durée de vie pour la famille. Une fois Xian tout en haut du classement, il s'assurera que personne dans cette salle ne vive assez longtemps pour en profiter. Le vieux demande comment avance le plan pour gérer Shadow. Xian sourit et dit de ne pas s'inquiéter. Il a déjà trouvé une femme fiable pour découvrir l'identité réelle de Shadow. Ils auront bientôt des résultats. Le vieux lui ordonne de capturer Shadow vivant et de l'enchaîner à la famille Dongfeng pour toujours. Du travail d'esclave, mais avec de la magie. Devant l'hôtel, les gardes à l'entrée gisent déjà au sol, affaissés. Kai les a tués. Il observe le bâtiment depuis les ombres, les yeux plissés. Ces familles nobles ont encore des armes à feu. Ça, c'est une vraie menace. Flot d'ombres fantômes et boucliers de lumière noire peuvent aider, mais ne garantissent pas une esquive parfaite. Et il n'a pas encore extrait d'armure. Si une balle lui traverse le cœur ou la tête, c'est terminé. Il préfère ne pas tester si bouclier de lumière noire a probablement de quoi arrêter un tir de sniper. Alors il fait simple. Prudent d'abord, spectaculaire ensuite. Il touche le pendentif du dévot. Un suiveur de rang argent se matérialise à côté de lui, un dévot, avec de longues griffes et des flammes vertes sinistres dansant sur ses mains. Kai pointe la salle de banquet de l'hôtel. Un seul ordre, entre. Ne laisse personne en vie. Ce n'est pas un combat. C'est une purge. Le dévot pousse la porte. À l'intérieur, les gens se tournent, confus. Puis le monstre rugit. La panique explose. Le grand-père de Xian hurle d'appeler les gardes. Des balles fusent, frappant le dévot à la tête et au torse. Il vacille, puis continue d'avancer. Boss argent contre arme à feu normale, oui, ce n'est pas un duel équitable. Les griffes frappent. Des hommes tombent. Les flammes vertes claquent, projetant d'autres personnes à travers des tables et contre les murs. Tout le monde se met à courir, trébuchant sur les chaises et les uns sur les autres. Xian se met à transpirer froid. Il reconnaît ça immédiatement, c'est un monstre du jeu. Son grand-père hurle à l'aide. La réponse de Xian? Il fuit. Sans hésitation. Sans loyauté familiale. Sa seule pensée, si j'arrive juste à retourner dans le jeu, atteindre le niveau 10, extraire mes compétences et plus personne ne pourra jamais me menacer. Il fonce vers la sortie, le cœur battant. Et c'est là qu'il le voit. Kai est dans l'encadrement de la porte, calme, dague déjà en main. Xian n'a même pas le temps de finir sa respiration. Un éclair de mouvement, et sa tête se sépare de son corps. Des fleurs faites d'énergie noire éclosent du cadavre, l'avalant entièrement. Kai observe les pétales se déployer. Le système l'informe, vous avez absorbé 27 000 jours de durée de vie échangeable. Et 482 ans de durée de vie non échangeable. Le corps de Xian se dissout en un tapis de fleurs spectrales. Malédiction florissante n'a pas seulement effacé la scène. Elle a pressé chaque dernière goutte de durée de vie. Kai vérifie ses nouveaux chiffres. Sa durée de vie non échangeable dépasse maintenant 2327 ans. Assez de réserve pour que les zones de rage et les zones de haut niveau ne le fassent plus cligner des yeux la prochaine fois. Pour Xian et la famille Dongfeng, c'est la fin. Pour Kai, ce n'est qu'une étape de plus.